Mes chers collègues, bonjour. Et là voilà. C'est bon? Installez-vous, je vous en prie. Alors, mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions du jour en recevant Madame Estelle Beau, coprésidente de l'association des scripts, Les Scripts Associés, accompagnée de Mesdames Francine Catelin et Angèle Pignon, script et membres de l'association. Bonjour, Mesdames. Madame Nathalie Medrano, présidente de l'association des chargés de figurants et de distribution artistique, et Monsieur Cédric Meusburger, membre du conseil d'administration. Les excuses aujourd'hui, j'écorche tous les noms, c'est affreux. Pour l'association des assistants et assistantes opérateurs, opératrices associés, j'accueille Monsieur Alexis Leclerc, co-secrétaire, Madame Aurélie Timmerman et Monsieur François Valin. Bonjour. Pour le collectif Femmes à la caméra, Madame Salomé Gaddafi, cadreuse et directrice de la photo, et Madame Laura Marais, chef machiniste. Bonjour. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Cette table ronde constitue pour la commission l'occasion de s'intéresser de plus près aux métiers moins connus du grand public, qui fondent le caractère collectif d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle. Je vous invite, pour la clarté de nos échanges, à nous exposer succinctement à titre liminaire vos différents métiers et les particularités qui s'y rattachent avant que vous puissiez faire état de la situation actuelle dans vos professions en matière de violence. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Tout le monde est informé de cela. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges durant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à allumer votre micro, à lever la main droite, à dire « je le jure » et à éteindre votre micro juste après. Merci beaucoup, Madame Beau. Je le jure. Je le jure. Très bien. Je le jure. Merci. Je le jure. Merci. Je le jure. 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 Et vous avez fait un micro parfait, mais alors là, je suis extrêmement impressionnée. Je pense que vraiment, vous méritez vos places dans les métiers du cinéma. Vous avez réussi quelque chose d'inatteignable pour beaucoup. Alors, en tout cas, dès la première audition. Qui souhaite prendre la parole pour un propos liminaire? Madame Beau. Alors, bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, nous vous remercions de nous accueillir au sein de cette commission pour recueillir notre témoignage. Nous sommes scripts de fiction, nous travaillons sur des longs métrages de cinéma, mais aussi des programmes audiovisuels comme des films unitaires, des séries et des quotidiennes. Nous sommes cadres et selon les projets et les accords avec la production, on peut encadrer une équipe qui peut se constituer d'une assistante, d'une script de deuxième équipe, une script en préparation dans les bureaux ou une stagiaire. Mais en réalité, on travaille souvent seul. La script est responsable de la continuité, fait partie de l'équipe mise en scène. Elle collabore étroitement avec le réalisateur. Elle participe artistiquement et techniquement à la création du film et supervise la cohérence de tous les éléments de la narration. Elle apporte une vigilance particulière à l'articulation des plans entre eux dans la perspective du montage. Nos tâches consistent par exemple à élaborer une continuité chronologique de l'histoire qu'on partage avec le reste de l'équipe, à faire une estimation précise de la durée du film, à gérer les raccords de rythme, de mouvement et d'émotion par exemple, à établir certains rapports pour le montage et la production. En préparation, notre intervention se divise entre du temps de travail en autonomie et des réunions avec le reste de l'équipe. Nous ne participons pas sur toute la durée de la phase de préparation, mais en revanche, pendant le tournage, nous sommes présentes en permanence au cœur du plateau, à la face, là où gravite le réalisateur, son assistant, les comédiens, comédiennes et la caméra principalement. Et on fait aussi le lien avec les autres corps de métier qui sont plus éloignés de la face. Bien que nous communiquons régulièrement avec le montage, nous ne participons pas à cette dernière phase du film. Notre métier est mal connu, même au sein de la profession, et on peut dire qu'il est à géométrie variable. Et c'est le réalisateur qui place le curseur. Notre travail peut aller de la simple rédaction de documents jusqu'à l'implication active dans la mise en scène.
tout va dépendre du rapport de confiance, de l'envie d'échange et de collaboration, et même de sa connaissance de notre champ d'action. Le lien avec le réalisateur est déterminant pour définir les contours de nos interventions auprès de lui et du reste de l'équipe, ce qui pourrait expliquer que notre métier n'a pas la même assise que les autres et que parfois sa nécessité ne fait pas l'unanimité. Nous sommes engagés par la production et le plus souvent sur demande des réalisateurs ou cooptés par les directeurs de production ou autres techniciens, et nous passons aussi souvent des castings auprès des réalisateurs. En ce qui concerne la formation, il existe un département script à proprement dit à la FEMIS et une spécialisation script dans une école privée mais qui n'a pas de RNCP. LSA, donc les scripts associés, a été créé en 2005 pour développer une réflexion collective sur différents thèmes, comme par exemple la transmission, nos conditions de travail et nos relations avec les autres professions de plateau. Nous entretenons des liens aussi avec l'extérieur, avec les syndicats et les institutions. Et récemment, par exemple, nous avons participé à la réactualisation de notre fiche métier auprès du CPNEF. Et comme autre action, nous cherchons actuellement un financement pour une étude de comparaison d'emploi sur les plateaux avec 2 chercheuses, Rachel Silvera et Fanny Gallo. En effet, en France, notre métier est depuis toujours à prédominance féminine, et en partant de ce postulat, à l'instar des autres métiers dits féminins, comme par exemple les métiers du soin, on voudrait montrer que notre profession est probablement dévaluée par rapport à des métiers masculins à compétences et à niveau de responsabilité non pas égal, mais comparable. Au sein de LSA, nous sommes script et assistants confondus 112 femmes et seulement 4 hommes. Merci. Qui souhaite Oui. poursuivre? Madame Pignon? Oui, pardon, on a un petit complément. Donc historiquement, en effet, notre métier vient du secrétariat et il est rattaché à des stéréotypes de genre comme la minutie, l'empathie, l'attention, l'écoute, la patience, la discrétion, la capacité d'observation et ses corollaires. Cela dévalorise et rend invisible notre fonction. On est souvent considérés comme les petites mains du cinéma ou les femmes de l'ombre et souvent définis par nos outils de travail comme chronomètre, bic à couleur, le fait qu'on prenne des notes. Aujourd'hui, on a voulu être auditionné parce que cette prédominance féminine, corrélée à certains éléments que je vais vous lister, peut aggraver notre précarité. Donc ces éléments, ça peut être des offres d'emploi réduites, parce qu'il y a il y a plus de script en documentaire, rarement en pub, et il y a même des longs métrages qui se tournent sans script. Ça peut être aussi la référence de nos difficultés de négociation avec le directeur de production, notre intégration tardive à une équipe déjà constituée, le fait de partager la zone d'intimité du réalisateur ou de certains techniciens lors de tournages dans des espaces réduits. De plus, pour nous comme pour d'autres techniciens, il y a des éléments supplémentaires à prendre en compte. Donc on a un lien de subordination fort avec le réalisateur et le directeur de production, majoritairement des hommes. La partie invisible de notre travail n'est pas valorisée. L'offre de travail est inférieure à la demande. La diminution des budgets dégrade nos conditions de travail. Et bien entendu, on est soumis au régime de l'intermittence, l'emploi discontinu et les contrats courts. Donc l'accumulation de ces éléments peut être une porte d'entrée pour les discriminations, la violence morale, sexiste et sexuelle. On a quelques chiffres chez LSA. Donc par exemple, sur 85 personnes interrogées, 49,4% ont déclaré avoir déjà subi des agissements discriminatoires sur un plateau, 77,6% des agissements sexistes, 44% du harcèlement sexuel, 19% des agressions sexuelles et pour finir 4% un viol ou tentative de viol. Et on a constaté dans un autre questionnaire que sur 82 réponses, 50% de nos membres ont déclaré avoir subi du harcèlement moral. Donc on a vu dans les précédentes auditions que votre commission prend en compte toutes les formes de violence, dont le harcèlement moral. Et on espère qu'à l'issue du travail effectué ici, des éléments législatifs plus protecteurs pourront être créés pour mettre un terme aux violences de toutes sortes. Merci. Madame Darnan. Donc, bonjour, je suis chargée de figuration et présidente de la CFDA. Merci de nous recevoir d'abord. Les chargés de figuration sont salariés de la production. En amont de tournage, ils sont chargés de rechercher les acteurs de complément correspondant aux besoins d'un film ou d'une série. Cela représente un volume de quelques dizaines de personnes à plusieurs milliers de recrutements pour les plus gros tournages. Les chargés de figuration organisent la venue des figurants sur le plateau. Ils sont présents lors du tournage pour les encadrer et ils transmettent à la production les informations permettant d'établir leur bulletin de salaire. Il n'y a pas de formation pour être chargé de figuration, c'est un apprentissage qui se fait sur le tas. La CFDA, l'association, a été créée il y a 15 ans, comme les autres associations, pour nous permettre de nous rencontrer, d'échanger et d'élaborer des outils communs. Nous sommes actuellement 51 membres, chargés de figuration ou assistants, 70% de femmes et 30% d'hommes.
tous les chargés de figuration, évidemment, ne sont pas membres de la CFDA, mais nous sommes assez représentatifs de la profession. Nous travaillons pour la fiction essentiellement, le cinéma, l'audiovisuel, la publicité. Nous sommes ici pour parler spécifiquement, pas forcément de nous, de notre métier, puisque notre métier, notre statut de technicien, de ce fait, nous subissons à peu près les mêmes inconvénients que tous les autres techniciens du tournage, intermittents du spectacle, avec les mêmes enjeux, la même précarité. Mais nous souhaitons être entendus pour les figurants d'une part, adultes, et pour les enfants figurants d'autre part. Ces 2 points précisément, puisque jusqu'à présent, dans les auditions, nous n'avons pas entendu qu'il ait été question de ces personnes de manière spécifique. Voilà, merci. Merci. Non, en effet, on ne l'a pas abordé encore. Qui souhaite prendre... Oui, allez-y, monsieur. Bonjour, donc Alexis Leclerc, je suis second assistant opérateur de prise de vue. Je travaille dans le département caméra, qui est un sous-département de l'image. Je suis co-secrétaire de l'AOA, donc qui est l'association des assistants opérateurs associés. On est venu ici pour vous présenter un peu les métiers de l'image qui jusqu'à maintenant n'ont pas été auditionnés, qui vont être représentés par les autres personnes à ma droite. Je vais laisser Aurélie vous présenter plus précisément les métiers. Moi, je voudrais juste vous parler rapidement de l'association de l'AOA. Donc, c'est une association qui a 17 ans, qui a été créée pour fédérer les assistants et les assistantes, qui, depuis 1 an, a vu un pôle VHSSM se créer parce qu'on a eu de nombreux signalements et qu'on s'est dit qu'il était temps de prendre un peu le sujet à bras-le-corps. On a régulièrement encore des signalements, beaucoup de signalements sur du harcèlement moral dernièrement, mais on a eu de tout. Comme mes collègues, on a répondu au questionnaire, nos membres ont répondu au questionnaire, donc là aussi Aurélie vous détaillera un peu les mesures, mais on a effectivement constaté à peu près les mêmes pourcentages de réponses sur le harcèlement en général, sur les actes sexuels et sexistes. Qu'est-ce que tu veux enchaîner ? Bonjour, merci de nous recevoir. Donc, comme Alexis, je suis seconde assistante caméra. Donc, faut savoir que les métiers du cinéma sont organisés en départements. Donc, nous, on fait partie du département caméra qui se compose en 3 postes. On assiste tous le ou la chef opératrice ou directeur de la photo, c'est la même chose. Donc, il y a le premier assistant caméra, le second assistant caméra, puis le 3e assistant caméra. Je ne pense pas m'attarder dans les détails des postes parce que je ne crois pas que ce soit le sujet aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes organisés de manière très hiérarchique. On a l'habitude de dire qu'un plateau a une organisation un petit peu militaire pour éviter de se marcher dessus. Et donc, le premier assistant caméra assiste le directeur de la photo, le second assiste le premier et le 3e assiste le second et le premier. C'est une bande d'assistés. Chacun a ses responsabilités qui sont plus ou moins importantes. Notre rôle, c'est de faire en sorte que l'image qu'on enregistre soit de qualité. On est responsable en fait de l'image du film. Et donc on a plus ou moins de pression, puisque c'est nous qui sommes vraiment responsables de la journée de tournage. Et de ces différentes responsabilités en découlent certaines violences et certains harcèlements de la pression de la journée de tournage et du fait de la hiérarchie. Merci. Oui. Donc il faut savoir qu'on travaille dans un département image qui est composé donc, de plusieurs sous-départements. Nous sommes à la caméra, mais il y a des machinistes de plateau et des électriciens de plateau. Tout ce monde-là en fait, travaille sous les ordres d'un chef opérateur ou d'une chef opératrice. On travaille ensemble, mais comme elle le dit, la hiérarchie fait qu'en fait, les chefs de poste de chaque sous-département vont quand même avoir une certaine dominance, on va dire, sur les personnes qui travaillent dans les autres sous-départements. Un chef machinot ou une chef machinot va en fait avoir quasiment autant de pouvoir sur un second assistant caméra. Donc il y a beaucoup de jeux de pouvoir et de relations qui sont présents dans ces équipes, qui sont des très grosses équipes sur le plateau, il faut savoir. Je pense qu'on n'est pas loin d'être la 2e équipe après la déco sur des plateaux, donc il y a beaucoup de personnes. Et ce qu'on a constaté assez récemment, c'est que comme dans beaucoup d'auditions, on vous l'a dit, c'est souvent les postes de 3e assistant, le plus bas de l'échelle, qui sont souvent victimes de pression et de harcèlement, aussi parce que ce sont des personnes très jeunes et généralement peu formées, qui ne comprennent pas tout à fait les enjeux de pouvoir.
Quasiment tout ce qu'on a pu voir finalement dans le questionnaire, ce sont des personnes qui étaient sur des postes assez bas, on dit le mot pouvoir, mais en fait avec assez peu de responsabilité dans le bas de l'échelle. Et c'est principalement pour ces postes-là qu'on vient parler aujourd'hui, même si évidemment tout le monde n'est pas exemple d'agissement de ce genre. Merci. Qui souhaite continuer? Allez-y. Bonjour. Donc moi, je suis chef machiniste et je représente le collectif Femmes à la caméra. On est un collectif féministe qui s'est créé il y a 5 ans. On regroupe environ 200 membres. Nous l'avons créé à la suite de l'affaire Weinstein et de nos interrogations sur les violences que pouvaient subir les techniciennes au même titre que les comédiennes. Il a largement ouvert son champ de réflexion et regroupe aujourd'hui des directrices de la photographie, des cadreuses, des assistantes caméra, des DIT, des électriciennes, des machinistes et des étudiantes en cinéma en section images. Nous nous réunissons tous les mois. On organise aussi des ateliers techniques, des conférences notamment, une qui s'interrogeait sur les difficultés à concilier carrière et maternité dans nos métiers. Nous communiquons sur nos réseaux pour promouvoir l'image de nos métiers avec des représentations plus paritaires et plus diverses. Et nous avons aussi mis en place une ligne d'urgence afin de pouvoir se contacter les unes les autres en cas de problème sur un tournage. Tu veux ajouter quelque chose ? Je veux bien juste ajouter une chose à titre personnel, c'est parce que j'ai déjà été auditionnée pour mon syndicat. Je suis secrétaire générale adjointe de la Fédération CGT du spectacle, mais j'interviens bien aujourd'hui en tant que membre du collectif Femmes à la caméra. Et voilà, je voulais que les choses soient bien claires. Une militante pluricasquette. Merci. Merci de cette précision. Merci pour ces propos liminaires. Peut-être que vous pourriez commencer, parce que là, vous nous avez décrit vos métiers et vous avez commencé à parler des vulnérabilités auxquelles vous êtes confrontés, liées aux pressions, à la féminisation du métier, etc. Est-ce que vous pourriez nous décrire des situations dans lesquelles se sont produites des violences à votre connaissance? Et pour Madame de Medrano, pardon, sur les enfants figurants, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout traité de la question des enfants figurants, on en a traité quand ils étaient comédiens mais pas figurants, et nous dire ce que vous avez mis en place. Donc peut-être on commence par les enfants, et après que vous pourriez nous décrire des situations dans lesquelles vous avez vu, ou constaté, ou été témoin, ou subi vous-même des violences. Donc, concernant les enfants, nous, essentiellement, notre cœur de métier, c'est la figuration, même s'il nous arrive de faire du casting. Juste pour dire, concernant le casting, notre association préconise de faire des castings porte entrouverte, afin que le parent entende ce qui se passe, mais sans être présent, parce que cela perturbe l'enfant. Ça, c'était juste pour la partie casting. Concernant le tournage, donc nous recrutons les enfants figurants et nous sommes le contact avec les familles. C'est nous qui les informons des dates, des lieux, des horaires de tournage et qui leur demandons les documents pour constituer le dossier de l'Adriette. Nous accueillons les parents sur les tournages, les enfants, et nous transmettons, comme pour les figurants, la production, dans un premier temps, le dossier pour l'Adriette et ensuite les éléments de paix pour les enfants. En fait, nous sommes le lien entre les parents et la production. On fait face en fait à une double contrainte par rapport aux enfants, des situations qui peuvent paraître antagonistes mais qui en fait pourraient ne pas l'être, qui est d'une part le besoin de souplesse que nous avons besoin pendant les tournages, pour les tournages, de faire travailler les enfants, et en même temps nous avons besoin de plus de protection pour les enfants. Les problèmes qui peuvent survenir, si vous souhaitez des exemples, ça peut être très divers. Le plus souvent, ce sont des questions de temps de travail. Le temps de travail actuellement des enfants est limité. C'est parfois adapté, parfois pas adapté. Je vous citerai un exemple. Par exemple, des enfants très petits, des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sont limités à 1 heure de présence sur un plateau, 1 heure de travail. Résultat, quand ils arrivent, l'équipe se jette sur eux, il n'y a pas de sas, on les prend, on les habille, on les envoie sur le plateau, ils n'ont pas le temps de savoir où ils sont, et ça nous paraît dommageable. Il serait beaucoup plus judicieux, et d'expérience, parce que je l'ai déjà fait, beaucoup plus judicieux de décorréler le temps de travail du temps de présence sur le tournage, sur la production, pour pouvoir justement avoir ces temps de sas, avoir une meilleure évaluation
de l'environnement. Voilà. Ça, c'est un titre d'exemple. Peut-être avec le risque dans ces cas-là parce qu'on sait qu'on attend beaucoup au cinéma, qu'on ait des enfants qui attendent parce qu'ils ne seraient pas la priorité. Donc il faudrait trouver un juste milieu, je pense. C'est un vrai sujet. Et juste un élément de précision sur les figurants. Parfois ils sont à titre onéreux avec des contrats de travail et parfois c'est bénévole. Ça arrive jamais. C'est pas possible. Et donc la question c'est sur les enfants figurants, est-ce que les règles sont les mêmes que pour les enfants qui ont un rôle, c'est-à-dire en termes de signature, de contrat de travail évidemment, mais aussi de visite médicale et obligation auprès de la DRIETS. Alors, ça ne se passe pas de la même manière pour les rôles et pour les figurants. L'exigence pour les enfants figurants est moindre, même s'il y a beaucoup d'éléments, de pièces de dossier à apporter qui sont les mêmes. Par exemple, pour la visite médicale, les enfants figurants ne sont pas astreints à se présenter à la visite médicale chez Thalie à moins de 5 jours de figuration. Voilà. Mais sinon, les dossiers, les pièces qui sont demandées sont à peu près les mêmes. Ce qui pose aussi un problème par rapport au temps, ce qui était un des objets, au temps de traitement des dossiers par la DRIETS en ce moment, qui est très très long. On nous demande 2 mois avant parfois de faire des dépôts pour des enfants, pour faire tourner des enfants, avec des éléments que nous n'avons pas. On nous demande par exemple des heures, des horaires de travail pour ces enfants, des jours précis, 2 mois à l'avance, ce qui n'existe pas. 2 mois avant, on ne sait pas à quelle heure les enfants vont être convoqués. Mais sinon, oui, c'est sensiblement différent. On se posait la question d'ailleurs entre nous. Je voulais signaler que jusqu'avant le Covid, la DRIETS de Paris, par exemple, ne demandait pas de visite médicale pour les enfants figurants s'ils tournaient moins de 5 jours. Et on peut se demander si c'est quelque chose de nécessaire. Je sais que Thalie Santé est très sollicitée, que les médecins aussi sont très sollicités. On a beaucoup de parents qui se voient refuser des rendez-vous pour avoir ces certificats médicaux, parce que les médecins, ça ne les intéresse pas de voir des enfants en bonne santé pour donner un certificat médical. Et dans les faits, les enfants, ils sont aptes à faire de la figuration 1 ou 2 jours sur un tournage. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas beaucoup de risques, souvent en figuration. Il n'y a pas de risque, mais surtout, il n'y a pas de... Enfin, les enfants, ils ont un suivi médical à l'année, la plupart du temps. Il n'y a pas tellement de raisons qu'il n'ait pas de leur visite médicale. Donc ça faisait partie des éléments qui nous semblaient un petit peu à assouplir sur les conditions de dossier à la condition qu'ils soient DRIETS. bien suivis, et ça, il faudrait qu'on arrive à ce qu'ils puissent en avoir la preuve, quoi. Voilà. Oui, mais si vous voulez, moi, mon sentiment, c'est qu'un enfant, parce que ça arrive, il y a des parents qui nous disent le médecin traitant de l'enfant, le pédiatre, il ne veut pas donner un rendez-vous pour la visite médicale, donc on a pris un rendez-vous n'importe où pour avoir une visite médicale. D'accord. Donc, je veux dire, ça n'avance pas à grand-chose, ce genre de choses. Ok, sur les expériences, vous pourriez, qui souhaite relater des expériences Oui, allez-y, Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, après Madame Catherine. Donc niveau expérience, je vais vous relater des faits qui nous ont été donnés dans le questionnaire, donc qui sont anonymes, et des faits je pense qu'on a tous à raconter. Parmi eux, on a, donc sur le questionnaire, on a 40 personnes qui ont répondu, pour savoir. L'association est à 60% féminine, pour que vous sachiez, donc sur 120 membres, il y a 71 femmes. On a principalement des femmes qui ont répondu. Et par exemple, sur des violences, sur les 7 personnes qui nous ont parlé d'agressions sexuelles, ce sont 7 femmes à chaque fois. C'est à chaque fois des postes avec plus de pouvoir sur des postes avec moins de pouvoir, une relation de chef à sous-chef. On a des baisers non consentis lors de soirées, on a des attouchements, gestes déplacés et sexuels, principalement lors de soirées, donc après le travail. Ça, je pense que ça vous a déjà beaucoup été dit et rapporté, mais voilà, en tournage, on a une proximité énorme qui se crée sur des petites périodes. Il y a beaucoup de pots, de soirées ensemble, surtout quand on est en province. On a quand même eu 2 tentatives de viol, enfin un viol et une tentative de viol qui nous ont été rapportées de façon anonyme. Voilà, un homme qui a suivi une femme dans un hôtel où ils étaient tous logés, et un collègue est intervenu parce qu'il a vu la personne suivre cette femme-là.
et un viol pendant c'était pas pendant une soirée, c'était une personne qui était hébergée par un de ses chefs et dans une maison à Paris, puisqu'il faut savoir que quand on tourne à Paris mais qu'on est de province, on n'est pas logé en hôtel comme on pourrait l'être dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est parisien et en province on va être logé, et donc cette personne avait hébergé une personne de son équipe et a profité d'une soirée pour s'introduire dans sa chambre. Voilà. Sur d'autres faits, c'était des faits de comédiens sur une assistante régisseuse ou même une stagiaire, je crois, qui s'est permis, parce qu'elle l'accompagnait sur le plateau entre la loge et le plateau, dans un escalier où il n'y avait personne, de plaquer la personne contre le mur et lui dire « tu vas bien me donner un bisou » et voilà, qu'il a forcé. C'est ce genre de choses qui peuvent arriver. Je pense que ça a été très bien décrit de toute façon par d'autres départements, mais voilà, on reste sur les mêmes actes, les mêmes choses, et c'est le même schéma qui se répète inlassablement. Et même si on voit un changement énorme, on constate encore aujourd'hui beaucoup d'abus. Malgré MeToo, malgré que les gens sont présents et attentifs, et qu'il y ait des délégués de plateau et des référents harcèlement, les agissements continuent. Ils sont peut-être plus cachés, plus subtils. Mais voilà, je pense qu'on l'a tous vécu encore dernièrement. Nous, l'année dernière, on a vu des tentatives de harcèlement moral qui sont transformées en soirée en tentatives de harcèlement sexuel. Voilà. Ok. Oui, femme à la caméra, ouais. Donc nous, on a aussi beaucoup de réponses à ce propos dans notre collectif. On a 85% des réponses qui disent que les personnes ont déjà subi au moins un ou plusieurs harcèlements sexuels au cours de leur carrière. Notre collectif regroupe des femmes et des minorités de genre. Dans les anecdotes, on a eu autant de blagues grivoises, de propos de nature sexuelle, de plaisanteries aux commentaires par rapport au physique, que ce soit sur le plateau ou en dehors. Et ça va de gestes déplacés, propos déplacés ou promesses d'un autre projet contre échange de bons procédés, comme ils disent. Voilà, on a plein de choses et ça ne s'arrête jamais, et ça s'applique le plus souvent aux postes qui commencent, donc troisième assistante caméra, les jeunes machinistes, etc. Et le harcèlement évolue en fonction des postes, c'est-à-dire que quand on passe chef de poste, chef opérateur, chef machiniste, chef électricien, ça peut venir d'autre part. Il y a aussi de l'agisme. Voilà. Ok, Madame Catelin, vous vouliez prendre la parole tout à l'heure. Oui, alors témoin impuissant et témoin muet, parce que moi j'ai un parcours plus long que tout le monde derrière moi. À l'époque où on ne disait vraiment rien, et je pense même qu'on ne voyait rien, c'est-à-dire on voyait mais on restait prostré, figé, je pense que vous en avez entendu parler. Et donc j'ai assisté, sans savoir que c'est ça qui se passait, au viol d'une actrice dans une scène d'amour. Et donc la scène se tourne, ça se passe sous des draps, donc on ne voit pas ce qui se passe. Et puis à l'issue de la séquence, elle part en loge, elle n'avait plus d'heure de tournage, enfin elle n'avait plus de plan à tourner. Et en fin de journée, elle revient voir le réalisateur, et dans un petit coin, elle était en larmes, je les vois parler. Et on a appris le lendemain que cet acteur avait été au-delà de ce qu'il fallait, quoi. Et donc je pense qu'il y a eu zéro suite à ça. Je pense que le réalisateur, qui est le même, qui d'ailleurs m'avait lui-même agressé sexuellement en me mettant les deux mains sur les seins, je pense qu'il n'a rien fait au-delà de ça. Il n'a sans doute pas été non plus du tout encadré par la production. Enfin voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Si l'actrice en question a parlé à la production, je n'en sais rien. C'était il y a 15 ans, on va dire. Mais voilà, ce genre de truc, on y assiste sans savoir que ça se passe. Et les victimes elles-mêmes, elles ont peut-être encore, évidemment, beaucoup de mal à en parler. En tout cas, c'est tout ce qui a été évoqué pendant ces auditions, qui est le problème aussi de la puissance de l'argent, etc., d'arrêter un tournage, voilà, qui se résoudrait peut-être avec des clauses assurantielles plus dures, plus engageantes, avec des producteurs qui viendraient par exemple nous voir au début du tournage, nous parler. Certes, il y a ces formations, etc., mais on aura aussi beaucoup de choses à dire autour de ça. Mais il nous manque cette présence, je pense, qui pourrait être dissuasive. En tout cas, elle serait déjà humaine,
plutôt que cette distance sur ces problèmes-là, même si on sait très bien que tout le monde a envie d'avancer dans le même sens, quoi, évidemment. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur. Merci. À vous écouter, on a l'impression de voir parfois ces dessins qui expliquent la chaîne alimentaire. Vous voyez, il y a le gros qui mange. On voit, il y a vous voyez, on a de l'herbe qui est mangée par un oiseau, l'oiseau est mangé par un rapace, lui-même mangé par un tigre, etc. On a cette impression un petit peu de délégation des violences qui part du réalisateur qui parfois est violent avec le comédien, la comédienne qui lui-même est violent avec un membre, voilà, et ça décline. Alors c'est un peu j'espère que c'est le dessin, le tableau d'une époque en partie révolue. Et c'est là-dessus que moi je voulais venir, parce que j'ai entendu plusieurs fois qu'il y avait des changements et qu'il y avait un certain nombre de choses qui évoluaient. Donc première question, comment on peut faire pour faire avancer encore plus vite ce changement? Est-ce que vous voyez des bonnes pratiques, des éléments juridiques ou de conventionnels qui pourraient être améliorés par rapport à ce que vous avez déjà entendu dans cette commission d'enquête et par rapport surtout à votre expérience? Et ensuite, j'aurais une question, mais peut-être dans un deuxième temps, sur les scripts et sur le rôle qu'elles pourraient avoir en complément du travail déjà important qu'elles font sur un tournage. Concernant la figuration, moi j'ai une demande très spécifique. C'est que nous pensons qu'il est impératif que le respect dû aux figurants soit évoqué pendant la formation aux équipes de tournage qui est en train d'être mise en place. De fait, les figurants sont exclus de ces formations. Ils sont là 1 jour, 2 jours. Ils n'auront pas cette formation. Donc, il faut que les équipes techniques et les comédiens soient alertés sur la vulnérabilité de ces salariés et sur le respect qui leur est dû. La violence envers des figurants peut venir des figurants eux-mêmes, des équipes techniques, des comédiens de plusieurs niveaux. Mais eux-mêmes, c'est un peu le plus bas niveau sur un tournage. Ils sont là 1 jour, 2 jours, quelques jours maximum. On ne les connaît pas, ils arrivent. Ils n'ont parfois pas le temps même de se rendre compte de la violence qui leur est faite ou pas envie d'en parler, que déjà c'est la fin de leur journée de travail, ils s'en vont. Quand ils nous alertent, c'est souvent même en fin de journée, au moment de partir. Il s'est passé ça. À titre d'exemple, comme vous demandiez, par exemple, moi j'ai eu une séquence avec des jeunes de 20 ans, c'était une séquence de boum, puisque c'était un film d'époque. Et il y a une petite à la fin qui m'a dit, mais le garçon avec qui j'ai dansé la moitié de la journée, là, un slow, il n'a pas arrêté de me tripoter dans tous les sens, sauf qu'elle n'a pas osé intervenir parce qu'elle était raccord. À chaque fois, on disait, vous reprenez bien vos places, vous reprenez bien la danse avec la personne avec laquelle vous étiez. Elle n'a pas osé dire, mais moi, je ne veux plus être avec lui. Donc, elle s'est retrouvée emmêlée dans les pattes de ce garçon sans pouvoir rien faire. Mais ça, je ne l'ai su qu'à la fin. C'est à titre d'exemple. Non, mais c'est un très bon exemple, parce que ça permet de montrer toute la difficulté de la prise de parole. Une autre question ? Oui, sur les scripts. Alors, moi, j'avais toujours appris qu'une script ou un script, plutôt une, sur le plateau, voyez tout, notez tout. C'est ce qu'on apprend parfois. Donc, au moins sur le plateau, vous voyez tout et vous notez tout. Donc est-ce que dans cette question, dans les différents métiers qui sont en train d'arriver sur coordinateur d'intimité, référent enfant et donc nécessité de renforcer les accompagnements d'enfants, est-ce que vous pourriez être un relais avec eux pour pouvoir leur faire des retours après une prise, pour leur dire nous on a vu ça, peut-être que vous ne l'avez pas vu, etc. C'est un vrai sujet, sachant que je vois votre bienveillance sur la volonté d'avoir des plateaux qui se déroulent bien, mais c'est important parce que ça a deux importances. C'est que normalement, votre nom, comme votre nom l'indique, vous scriptez, donc vous notez tout. Vous notez pas tout ? Non ? Expliquez-moi, parce que moi, on m'a toujours appris que la script, elle notait tout, pour permettre la réalisation du film, évidemment, mais... Pas pour une enquête, évidemment, mais ça, c'est sûr. Mais alors, allez-y. Oui, alors on note certes, mais on note que ce qui concerne ce qui va être les informations qui vont concerner le montage. On est le relais entre ce qu'on est en train de construire, le sens,
et ce qui va arriver au montage. On prépare en fait le montage. On est un lien entre ce qu'on fait sur le plateau, on questionne le sens et on re-questionne aussi les intentions pour être sûr que ce qu'on construit, ça va ressembler à ce qui était écrit dans le script et respecter les intentions de mise en scène du réalisateur. Donc nous, on récolte tous les éléments pour construire l'histoire. Après, ce qu'on vit, nous, sur les plateaux, je pense que c'est au même titre que tout le monde, c'est sûr qu'on est en position, on est très proche des comédiens, proche du réalisateur. Je ne sais pas si ça, c'est un lieu plus propice à être témoin. Je ne sais pas, comment je peux vous... En fait, on s'était dit, nous, qu'on ne voulait pas raconter nécessairement des anecdotes. Parce que je pense aussi que les anecdotes, elles arrivent parce que la parole, les langues se délient, mais aussi grâce à ces formations, parce qu'on arrive à identifier, du coup, à qualifier ce qu'on a vécu. Et quand on se rend compte de l'ampleur du phénomène, nous, ça peut aller des petits... justement, le harcèlement moral chez nous, il est important. Je dis chez nous, les scripts. On a 50% des gens qui ont été interrogés dans l'association disent être victimes de harcèlement moral. Et c'est des petites phrases qui, au quotidien, nous fragilisent. C'est où on remet en question notre utilité, le sens de notre travail, ou alors on nous interdit d'intervenir. Alors là, je déborde un petit peu sur la question que vous nous avez demandée. Et si on devait, en plus de prendre en charge un lien supplémentaire, je ne suis pas sûre qu'on soit les mieux à même. C'est plutôt la réalisation, enfin le réalisateur, la réalisatrice qui doit être en échange, en interaction avec les comédiens, avec ceux qui performent devant la caméra. Madame Pignon. Pardon. Oui, et pour compléter, je pense aussi qu'on peut être témoin car proche des comédiens et du réalisateur, mais on ne va pas forcément voir ce qui se passe soit aux loges, soit dans les différentes équipes, même au sein de l'équipe caméra. Et c'est souvent là aussi qu'ont lieu les violences le plus souvent. Et que les violences ne sont pas forcément visibles aux yeux de tous, et sinon tout le plateau le verrait, pas uniquement les scripts. Et en effet, ce qu'on peut faire, même si être formé, ça permet de mieux repérer ces violences, notre charge de travail est telle sur un plateau que c'est difficile, quand il se passe des violences, d'avoir le cerveau disponible et le temps, en fait, de recueillir la parole comme il faut, dans les meilleures conditions possibles. Madame Gaddafi. Je laisse d'abord Laura okay. dire une phrase et après j'enchaîne. Faut savoir aussi que quand on tourne des scènes comme ça, on est très peu en fait sur le plateau. Souvent on est 3 ou 4 maximum, c'est-à-dire que même le réalisateur il quitte la pièce la plupart du temps, surtout quand il y a des scènes de comédiennes dénudées. Et il va y avoir le chef opérateur, le perchman, le chef machiniste quand il y a des mouvements et peut-être l'assistant caméra, et en fait c'est tout. En vrai, il y a très peu de personnes qui voient ce qui se passe, les autres ils sont derrière un écran. Et la caméra elle peut être avec un objectif qui fait un plan très serré, et du coup il y a très peu de gens qui voient ce qui se passe vraiment. Oui, moi je voulais revenir sur le développement du poste de coordinateur-coordinatrice d'intimité. En fait, on s'est dit que, bon, évidemment, il y a toute la question des formations qui est à poursuivre et à développer, mais ce qu'on se disait également, c'est que c'est un poste qui est nécessaire, mais il est vraiment important qu'il y ait un vrai temps de préparation en amont, à la fois avec la partie réalisation acteur-actrice, mais aussi avec les personnes de l'image, parce qu'on se disait qu'un plan, il peut être pudique ou impudique, ça se joue à pas grand-chose, et que c'est vraiment important qu'on puisse, nous, intervenir dans ce temps de préparation et qu'il soit suffisamment long, en fait, et voilà, ça nous semble nécessaire, ceci. Coordinatrice d'intimité, c'est ce que vous soulignez là est important, c'est-à-dire que s'il travaille qu'avec
le comédien, la comédienne, sans travailler avec le reste de l'équipe, ça va pas beaucoup avancer parce que, comme vous l'avez dit, le chef opérateur ou la personne qui fait le cadre, suivant ce qu'elle va cadrer, à quelques centimètres près plus proche, ça peut parfois changer complètement la nature du plan. Ça, c'est le premier point. Puis il y a un deuxième point sur lequel vous n'avez pas insisté, mais je pense que vous y pensez fortement, et c'est ce que vous venez de dire, madame, c'est que ça peut être extrêmement difficile et demander un accompagnement, d'être témoin d'une scène d'intimité si vous n'y avez pas été préparé. C'est-à-dire que le perchman, le cadreur, le chef électricien qui est là, s'ils n'ont pas été vraiment préparés à la scène, à ce qu'elle veut dire, parfois des scènes violentes, parce que on parle de la coordination d'intimité, il y a parfois, pour les besoins d'un film, faire des scènes qui peuvent être qui sont des scènes d'intimité, mais qui sont violentes. Tout ça, ça s'accompagne. Et est-ce que vous pensez que vous, dans la nécessité de ces coordinateurs d'intimité, la prise en compte des techniciens est quelque chose qui doit être, sur lequel il doit y avoir peut-être même des obligations ou un accompagnement nécessaire? En tout cas, une réelle discussion avec les personnes qui mettent ça en place, c'est sûr. Après, est-ce que ça doit passer, est-ce que c'est au moment où on travaille avec le coordinateur ou la coordinatrice d'intimité, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, il faut amener ça. Et ça me faisait penser à autre chose qui est des scènes, par exemple, on parlait des personnes qui sont derrière les moniteurs. Alors, c'est assez limité dans le cas de scènes d'intimité, mais il y a tous les commentaires qu'on entend et auxquels qu'on nous impose et qui créent une ambiance qui peut être aussi difficile à supporter, quoi. Donc, il y a tout un environnement à établir pour que ce soit plus agréable de travailler ensemble. Voilà, mais... Est-ce que vous pensez, pardon, je complète la question, mais est-ce que vous pensez, suite à ce que vous venez de dire, que les coordinateurs d'intimité devraient être rendus obligatoires? Parce que c'est une des questions dans notre commission, c'est-à-dire qu'on a eu des avis divergents là-dessus. Certains ont dit que ça n'était qu'à la demande de l'actrice ou de l'acteur, et d'autres ont dit que ça devait être obligatoire. Ce que vous dites, c'est que si on rentre les métiers de l'image, et je comprends tout à fait l'intérêt de les entrer dans la discussion préalable au tournage de la scène, en présence d'un coordinateur ou d'une coordinatrice d'intimité, il faudrait presque le rendre obligatoire, en fait. En tout cas, il faut que la question soit systématiquement réfléchie et posée en prépa, quoi, en fait. Il faut au moins se poser la question. Après, est-ce que c'est nécessaire sur chaque projet? J'avoue que j'ai pas on ne s'est pas posé la question entre nous, mais en tout cas, il faut au moins que ce soit posé en prépa, ouais. En tout cas, si je peux juste me permettre, d'un tournage à un autre, il n'y a pas du tout de protocole établi là-dessus. Et c'est ça qui est un peu déroutant, c'est que on va permettre à un tournage de laisser les moniteurs branchés et que tout le monde y a accès. Et selon la sensibilité d'une production ou de la mise en scène, on va demander à ce que tout soit verrouillé. Donc en tout cas, la question peut se poser. Ouais. Oui, encore une fois, pour la figuration, le coordinateur d'intimité est très rarement sollicité alors qu'il peut y avoir des scènes de rapprochement, ne serait-ce que, par exemple, ce dont je parlais, des simples scènes de danse avec des personnes. Moi, ça me semblerait indispensable pour que dès qu'il y ait rapprochement des corps, quels qu'ils soient, même habillés, il y ait coordinateur d'intimité, que ce soit pour les figurants ou pour les comédiens. Parce que parfois même la demande, on dit si le comédien le demande, mais parfois les comédiens ne le demandent pas alors qu'ils aimeraient bien. C'est toujours pareil, ils ont l'impression là aussi de passer pour des empêcheurs de tourner en rond. Monsieur Mossburger et oui. Après Burger, pardon. Dernièrement, justement, j'ai eu une scène avec des figurants plutôt jeunes où il y avait une scène de danse et j'ai fait un petit discours avant pour prévenir tout le monde. Attention, il y aura de la proximité, il faut faire attention, pas faire de gestes déplacés. Tout le monde. Aujourd'hui, on est alerté par ça, donc on commence à communiquer nous-mêmes déjà à ce niveau-là. Après, en figuration, on a aussi parfois besoin d'une coordinatrice ou d'un coordinateur d'intimité, notamment, vous l'avez reçu, sur une série, on avait clairement une orgie dans la figuration. Et on a vu le travail que c'était, et c'est vraiment quand on a une coordinatrice d'intimité, les gens sont vraiment protégés. Donc c'était une orgie en arrière-plan, du coup en figuration. Oui, le comédien principal se baladait dans l'orgie.
D'accord. Ah oui, je vois quel film c'est. Ok. Très bien. Madame Legrain, vous aviez une question ou non, monsieur le rapporteur? Oh, oui, excusez-moi, madame, allez-y. On voulait aussi mettre l'accent sur la préparation, parce que des fois, les coordinatrices, coordinateurs d'intimité arrivent juste le jour du tournage et ont très peu travaillé en amont avec les comédiens. Donc, en fait, les comédiennes, moi, m'ont déjà rapporté qu'elles étaient encore plus mal à l'aise qu'il y ait une autre personne qui vienne de leur parler de leur intimité, parce qu'elles ne la connaissaient pas, et qu'elles n'ont pas pu préparer, visualiser tout cela, quoi. Pardon, on est un peu raccord sur le fait qu'il faille le proposer de manière systématique, donc ça on peut peut-être réfléchir, voir si ça rentre dans les propositions, et par contre ne pas la rendre obligatoire compte tenu de ce que vous dites, c'est-à-dire que si les personnes disent non, bon, bah, c'est non. Monsieur le rapporteur. Bon, là on a un peu parlé des moments qui sont des moments du tournage. Bon, on a vu, il y a plein de choses pour tenter de résoudre les éléments. C'est pas là qu'il y a le plus de violence, vous me l'accorderez, et c'est souvent sur ce rapport assez particulier qu'est un film où on est à un temps donné avec une équipe donnée, qui est une équipe qui est souvent pas la même que le prochain film, mais quand même avec une intimité et puis des particularités. La particularité parfois de la fatigue. On travaille beaucoup sur un tournage, sur des temps concentrés. La particularité des fêtes ou des moments post-tournage sur lesquels les consommations d'alcool, drogue parfois peuvent aggraver les choses. Quelles mesures, quelles pratiques vous pourriez conseiller sur justement cette protection des différentes équipes, sachant que l'on l'a vu, ceux qui sont tout en bas de l'échelle sont parfois bien plus fragiles et vulnérables que la star ou que le réalisateur. Comment on pourrait accompagner cette question épineuse du lien vie pro-perso festive autour d'un tournage? Alors, il y a plusieurs mains qui se sont levées, donc Madame Marais en premier, et après je... Par contre, c'est autant sur les plateaux qu'en dehors, en fait. C'est pas du tout que lors de fêtes ou en dehors. Ça se passe par des remarques désobligeantes du soir au matin, à peine un pied arrivé sur le plateau. C'est pas du tout que en dehors. Morale et sexuelle, c'est la même chose. Il y a autant pendant qu'après. Monsieur Leclerc. Ah non, non. Ok, allez-y. En fait, on a essayé de faire une petite synthèse pour essayer de décrire un peu l'ambiance et comprendre un peu les conditions de travail. Ça reprend un peu votre question. Donc, il faut se rendre compte qu'en fait, chaque tournage, il est unique et que quand on commence un film, il y a un peu tout à faire et à refaire. Il y a toujours un peu les premiers stress du jour d'embauche, de savoir si on va connaître les gens avec qui on va travailler ou si on arrive en territoire inconnu. Voilà. Et quand sur beaucoup de films, on a tendance à se déplacer, on se retrouve loin de nos familles et on perd nos habitudes du quotidien qui peut durer pendant un certain temps. Et on sait qu'on va se retrouver non-stop avec des collègues qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est un peu du H24. Donc je vais raconter un peu au niveau des rythmes. Donc souvent, on mange ensemble, on va dîner ensemble, on va dormir ensemble. Parce que c'est pas rare qu'on se retrouve dans des lieux un peu confinés. On doit venir à dormir ensemble. Ou en tout cas, on va se retrouver dans des gîtes, dans des appartements Airbnb en commun ou autres. Voilà, sans compter tous les à côté dont on parlait. Donc ça va être en dehors du plateau, les pots, les soirées, les activités, les week-ends, toutes ces choses-là pour se relâcher. Donc en fait, il faut comprendre qu'il y a une proximité qui est très très forte et qu'on est un peu dans une bulle. Et sur le rythme, on parle souvent de tunnel quand on commence un projet, parce que les rythmes sont denses, avec des horaires qui sont souvent compliqués, qui évoluent en dents de scie. Donc on peut se retrouver à travailler de jour, de nuit, après faire des mixtes, avec beaucoup d'heures sup. Et on accumule beaucoup de fatigue. Et on va tourner dans des conditions qui peuvent être difficiles. On peut tourner en montagne, en forêt, en mer, où il peut faire très froid, très chaud. Voilà. En tout cas, tout ça pour dire qu'un tournage, c'est déboussolant, que c'est fort en émotion, et qu'on partage tous quelque chose qui est un peu hors norme, et que ça émulsionne beaucoup les rapports humains.
Et les liens qui se créent sur un plateau, en fait, sont intenses et arrivent très vite et deviennent du coup souvent très familiers. Et cette alchimie, du coup, ça peut entraîner des dérives qui peuvent être maladroites et parfois, hélas, malveillantes, qui sont difficiles à gérer, parce qu'en fait, on n'est pas formé pour, et que parfois, en fait, on peut ne pas se rendre compte, voilà, et que la barrière professionnelle peut être rompue. Voilà. Donc il y a plusieurs cas de figure. En fait, il y a ceux qui ne gèrent pas le stress du poids de leur poste ou des conditions de travail et qui peuvent avoir une réaction à un comportement inadapté pour faire face à la vie inhérente d'un plateau ou à un problème au sein d'une équipe. Il y a ceux qui profitent de leur statut pour avoir un comportement dominant-dominé, comme on en parlait avant. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, mais vraiment dans tous les départements. Il nous semble que c'est la base et c'est ce qu'on... Quand on regarde les chiffres dans nos plaintes et dans nos observations, c'est ce qui ressort le plus. Donc ça va être avec les postes subalternes entre chef opérateur et premier assistant ou autre caméra, entre premier assistant caméra et troisième assistant. Voilà, ça c'est vraiment dans tous les départements, c'est ce qu'on retrouve. Et enfin, il y a ceux et celles qui ne vont pas supporter donc travailler avec une personne du sexe opposé ou avec une personne avec un profil qui ne plaît pas. Donc ça peut être l'apparence physique, un style qui ne plaît pas, ou au contraire qui peut donner de l'appétence à un prédateur. Et conséquence, donc c'est attitude maltraitante ou malsaine et qui entraîne du harcèlement sexiste, sexuel ou moral. Voilà. Et là, c'est la dernière chose que je voudrais te dire là-dessus, c'est qu'en fait, on est tous intermittents du spectacle. Donc on a ce côté éphémère, et on a tous pris l'habitude de se dire, bon, de toute façon, c'est pour 2 mois et après c'est fini. Mais en fait, jamais on pourrait tenir comme ça dans un CDI. Et le problème, c'est que ça rend la situation stérile, que ça ne résout pas le cynisme psychologique, ça n'arrête pas la personne persécutante. Et le pire, c'est qu'après, il y a des bonnes chances de retravailler plus tard avec cette même personne. Donc c'est le truc des vases clos, quoi, où on travaille tous ensemble. Voilà. Pour conclure, on peut dire que ces comportements donc, sont encore bien présents, qu'on remarque que ça évolue positivement. C'est un peu de nos réunions, c'est ce qu'on a remarqué. Mais qu'il y a beaucoup plus de mixité, plus de précautions, de dialogue et d'outils, mais que ce n'est pas forcément adapté et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Monsieur Leclerc. Éteignez votre micro, s'il vous plaît. Ouais, donc il faut comprendre que ces conditions, ça crée un peu un terreau déjà de harcèlement moral qui très souvent entraîne du harcèlement sexuel derrière. Enfin, voilà. Nous, ce qu'on a remarqué déjà, c'est que sur la formation, on voit que ça commence à être rendu obligatoire dans certaines conditions. Les formations harcèlement, j'ai l'impression quand même que ça devrait être obligatoire. Surtout, on constate que nous, les suivis médicaux, ils ont été espacés de plus en plus. On est passé de 2 ans à 4 ans à 5 ans. On se dit quand même que ça vaudrait le coup d'utiliser ces rendez-vous médicaux aussi pour remettre une couche sur le harcèlement moral et sexuel. Et notamment, il y a beaucoup d'organismes de formation qui ont été créés dernièrement. Il y a des productions qui le rendent obligatoire. Alors, on remarque souvent que quand on est chef de poste, c'est marrant, c'est plus si obligatoire. Parce qu'en fait, j'ai mieux à faire. Je suis désolé, j'ai beaucoup de travail. Je fais 80 heures par semaine. Donc, sauf que c'est la personne que ça concerne le plus. Donc, rendre ça obligatoire pour tout technicien et technicienne, sachant qu'aujourd'hui, c'est payé par l'AFDAS et par des organismes de formation, ça me semble un peu la base. Ensuite, il y a la question des référents harcèlement et référentes harcèlement. Ce sont systématiquement des gens du plateau. En fait, des gens qui ont un métier, comme vous l'expliquez les scripts, et qui sont déjà pris par beaucoup d'autres choses, et en fait, qui ne sont pas présents partout. On vous l'a expliqué sûrement, mais un tournage, c'est une sorte d'oignon avec des couches, vers la face, et puis plus ça, plus on va s'éloigner. Et ben voilà, un oignon, pardon, mais je trouverais mieux. Voilà. Donc c'est selon la couche où on se trouve, ce qu'on va appeler la face, à l'arrière, dans les bureaux, tout ça, il se passe pas la même chose. Et il y a un poste qui existe aux États-Unis, qui est infirmier de plateau. Voilà, infirmière de plateau qui n'existe pas du tout en France, qui n'a jamais été rendu obligatoire et qui a été utilisé en fait que pendant le Covid quasiment. Et ces personnes-là nous semblent aussi, quand on y réfléchit, les plus adaptées pour tenir un poste indépendant de référent ou référent harcèlement. Et j'insiste sur l'indépendance, parce que le manque d'indépendance rend les choses très très compliquées pour beaucoup de personnes. Monsieur le rapporteur. Oui, après, je vous donne la parole. J'allais y venir sur cette réflexion que je me faisais d'avoir un poste qui était responsable un petit peu de la bonne vie du plateau. Alors,
que certaines personnes, en m'écoutant, ont trouvé ça un peu bisounours. Moi, j'ai trouvé ça assez humain, logique, d'avoir quelqu'un qui gère la bonne vie. Alors, on pourrait imaginer que ça soit le directeur de production. Ça pourrait être une logique, c'est-à-dire que lui, c'est lui le chef employeur, et la logique, ça pourrait être lui qui gère que tout se passe bien. Mais la question de la bonne vie sur le plateau, c'est justement, ça va des horaires, en passant par le respect des feuilles de service, en passant... Alors tout ça pour l'instant, c'est le producteur ou la direction de production. Mais ensuite, c'est la relation qu'il peut y avoir, les petites accroches qu'il peut y avoir entre, par exemple, la déco et le chef opérateur, parce qu'il y a des délais qui ne tiennent pas. Et tout ça, ça aussi, c'est encore a priori le directeur de production. Et souvent, on voit, c'est pour ça que je fais volontairement ces exemples, c'est le directeur de production. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à inventer. Les Américains l'ont. Alors voilà, vous avez parlé d'infirmière de plateau. Ils ont un autre nom aussi, j'ai oublié le terme, pour dire c'est la personne qui est responsable de la bonne vie du tournage. Et est-ce que vous souhaiteriez que sur un certain nombre de structures, il y ait cette vie un peu, qui soit un petit peu, cette vision un peu panoramique de tous les postes, de toutes les problématiques. Alors ça serait un poste sacrément compliqué, hein. Mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être développé ? Pardon. Complètement. En fait, mine de rien, tout ce qu'on fait, les délégués de plateau, les référents harcèlement, tout ça, c'est pour essayer de pallier à un manque de ce poste-là. Ça peut, en fait, la responsabilité ne peut pas revenir au directeur et à la directrice de production qui a tellement d'enjeux à gérer. En fait, si on imagine un tournage avec une sorte de sablier où en haut on va avoir la production, en bas les techniciens, il se retrouve pile poil au centre et il a beaucoup trop de choses à gérer en fait. Cette personne-là, elle a trop d'enjeux des deux côtés. C'est très très compliqué pour elle et nous on est tous d'accord dans l'association pour dire que les référents et référentes harcèlement dans la forme actuelle ne devraient jamais être des directeurs ou directrices de production ou des gens avec beaucoup de pouvoir comme des réalisateurs ou des réalisatrices. Ça devrait être technicienne. Mais moi, je prêche pour qu'on ait vraiment un poste qui existe. Alors, j'ai plus le nom du poste non plus, mais ça existe effectivement. Des personnes qui sont là pour gérer la sécurité, autoriser des accroches, vérifier que les horaires tiennent. C'est des choses qui existent et qui me semblent primordiales aujourd'hui en France, surtout avec l'accélération du travail au quotidien, les journées les plus intenses, tout ça. J'aime, et je trouve pas ça bisounours une seule seconde de penser au bien-être des personnes. Voilà, et merci de le faire. Je me permets juste de terminer sur la formation, si ça vous dérange pas, parce qu'on parle de former les techniciens et techniciennes, mais on l'a vu, les personnes finalement les plus fragiles, c'est celles qui sortent d'école. Et je constate que dans les écoles de cinéma, exactement, il n'y a rien qui est fait pour l'instant. Ça commence doucement. Il faut savoir que les organismes de formation comme l'Atelier Marcel, tout ça commence à réfléchir, à faire des interventions dans les écoles, que quand on parle à des directeurs pédagogiques ou directrices pédagogiques, il y en a de plus en plus qui pensent à l'intégrer parce que c'est important. Et nous, avec notre cellule de la HSSM, on pense aussi à aller faire des masterclass et commencer à aborder le sujet. Mais pour l'instant, rien n'est fait et en fait, le public le plus vulnérable vient non formé dans ce milieu-là et n'a aucune idée de ce qu'il attend. Madame Catelin. Oui, merci. À propos de la formation, je voudrais aussi signaler 2 trous dans la raquette quand même, qui est que pour l'instant, l'audiovisuel n'a pas d'obligation, il n'y a pas de sanction, il n'y a rien du tout, rien n'est mis en place. Et je voulais rappeler que les emplois intermittents en 2023, dans le cinéma, c'est 69 081 et dans l'audiovisuel, 109 463. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus dans l'audiovisuel et tout ça, ça passe à la trappe. Il y a aussi la question des tournages à l'étranger. Pareil, un chiffre, il y a à peu près 20,7% de films qui sont tournés à l'étranger. Et là, le dispositif ne s'applique pas. Si j'ai bien lu, c'est les films majoritairement français ou intégralement tournés en France, de ce que j'ai lu. Donc ça pose aussi une question. Oui, mais justement, majoritairement français, c'est que la production est majoritairement... Je crois que c'était majoritairement tourné en France ou intégralement. C'est un point aussi qu'il faut... Ouais. En tout cas, on note l'alerte. On note l'alerte sur voilà. film à l'étranger. Oui. Et... Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport aux référents ? Parce qu'en effet, on avait aussi, nous, pensé que ça pourrait être ce qui existe dans un tas d'autres pays, à savoir un médecin ou un infirmier obligatoire chaque jour de tournage. On a des métiers un peu dangereux quand même. Ça n'existe pas en France. Ça existe, là je viens du Maroc, et au Maroc, si ça existait. Donc on se disait que peut-être un infirmier, une infirmière qui aurait une formation spécifique, il serait là donc tous les jours et il pourrait assumer ce rôle de référent. Sachant que nous, on pense
il faut absolument qu'ils viennent de l'extérieur. Il y a des enjeux affectifs sur un plateau. Il y a des amitiés, des inimitiés. Imaginons qu'on est en conflit avec le référent 3 jours avant pour un problème de tournage. C'est compliqué après, si on est victime, d'avoir envie d'aller lui parler, par exemple. Il y a aussi la subordination financière aux productions. Et bon, voilà. Donc, on pense vraiment et puis, le temps de travail, ça aussi, c'est un sujet. C'est quand même du temps à gérer tout ça. Donc, neutralité affective, je dirais, et donc quelqu'un de l'extérieur. Et l'infirmier nous paraissait, ou le médecin, je ne sais pas, formé, nous paraissait une piste. Voilà. Madame Gaddafi et ensuite Madame Legrand. Oui, mais nous, effectivement, on a eu pas mal de retours en fait, de personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec le fait que le référent ou la référente soit sur le plateau. Il y en a d'autres, au contraire, que ça rassure et qui ont envie que ça continue à être comme ça. Donc, plusieurs fois, on a abordé la question d'avoir au moins des binômes, d'avoir une personne sur le plateau, une personne à l'extérieur, des personnes formées, évidemment, et d'autant plus qu'on se disait que le ou la référente peut ne pas être systématiquement à même de recevoir un témoignage ou quelque chose et peut se sentir débordée et qu'il faut qu'elle puisse immédiatement avoir une autre personne à conseiller à la personne, à la victime. Voilà. Et d'autre part, sur les formations, nous, on est tous les ans au micro-salon, on a un stand avec Femmes à la caméra et on a énormément d'étudiants et étudiantes qui viennent nous voir, qui viennent nous demander d'intervenir dès l'école parce que, alors, en disant qu'il y a déjà des problèmes là-bas et que donc il faut absolument intervenir dès les formations, effectivement, et qui nous en demandent donc contre les violences sexistes et sexuelles, mais également en droit du travail plus généralement. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui revient et il y en a beaucoup qui viennent nous voir pour ça. Ouais. Oui, alors on en a parlé avec les écoles, mais les écoles type la FEMI, c'est vrai qu'on n'est pas allé voir les écoles de vos formations à vous, donc c'est vrai qu'il y a un sujet. Madame Legrand. Merci Madame la Présidente, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Juste pour revenir sur la question du référent VHSS, c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup et ce qui nous était dit notamment ce matin par des femmes qui s'occupent des formations en cinéma, enfin pour le CNC et des enquêtes, c'est que souvent en fait ce rôle étant mal défini, de toute façon il n'y a pas de bonne solution parce que si c'est vu comme la personne de qui on va tout attendre, eh bien en réalité elle va pas pouvoir. Donc soit c'est des personnes très volontaires, de très bonne volonté, mais qui vont se retrouver en fait avec la pression sur elles et la responsabilité mise sur elles alors que c'est celle normalement de l'employeur. Soit c'est des personnes qui sont en fait en réalité d'une certaine façon dans un lien très étroit avec l'employeur et dont le rôle va être de mettre le couvercle. Donc de toute façon, la question qui nous était posée, c'était plutôt, enfin, on nous invitait plutôt à réfléchir. Du coup, je vous pose cette question à vous, à la question de la protection des personnes qui signalent, quelles qu'elles soient en réalité, c'est-à-dire qu'on soit ou non référent. La meilleure des façons pour que la parole soit libérée et soit entendue, c'est qu'en réalité, il y ait plusieurs portes d'entrée par lesquelles on peut parler et qu'ensuite, il y a un point d'atterrissage qui, lui, soit clair. C'est-à-dire qu'on puisse parler un peu à tout le monde, à toute personne formée, toute personne qui est au bon endroit au bon moment, à qui on fait confiance. Soit on lui fait confiance parce qu'elle est à côté sur le plateau, ou au contraire, on lui fait confiance parce qu'elle est loin. Et qu'ensuite, tout ça converge effectivement vers ceux qui ont la responsabilité, c'est-à-dire notamment l'employeur. Donc déjà, la première question, c'est est-ce que vous avez réfléchi à ça, des dispositifs la question de la protection des personnes qui parlent, ou est-ce que vous avez des exemples de cas où justement les personnes qui parlent vont subir en fait des représailles et comment vous voyez cet aspect-là. Et le deuxième aspect, je suis en train de le perdre. Oui, sur la responsabilité en fait, sur ce que vous mentionnez là, c'est toutes des questions aussi de droit du travail. Alors, si je comprends bien, vous avez des statuts d'association. Je voulais en fait poser la question du syndicat, du rôle des syndicats. Alors, je sais pas si voilà, quelles sont vos relations, comment ça se situe, mais est-ce que du rôle du syndicat ou du représentant du personnel élu ou etc. C'est-à-dire normalement aussi ça fait partie et vous pouvez aussi nous dire où on en est de l'état de la représentation des travailleurs et des syndicats parce qu'on sait aussi qu'il y a un certain nombre de lois qui sont passées ces dernières années qui vont pas forcément dans le sens d'une meilleure protection, d'une meilleure représentation, et de l'inspection du travail, qui est aussi normalement quelque chose qui existe dans le pays et qui devrait pouvoir être... Enfin, j'essaie de transposer par rapport à d'autres mondes du travail où normalement on devrait pouvoir avoir recours à la fois à l'aide des syndicats, à l'appui des syndicats, au CHSCT et à l'inspection du travail quand il y a eu des manquements, pour nous faire l'état des lieux de leur présence ou au contraire du désert à combler. Voilà, merci. Madame Mara, vous aviez demandé...
Oui, vous. Mérin, pardon, excusez-moi. Marais, c'est dans l'autre sens, excusez-moi. Je suis Donc, désolée. du coup, oui, on s'est beaucoup posé la question de la protection de ceux qui allaient justement aider les victimes et qui allaient dénoncer, on va dire. Le problème, c'est qu'il n'y en a aucune et que nous sommes un métier précaire, nous sommes intermittents du spectacle. Et surtout quand on commence, ou même après quelques années, on peut avoir peur d'être blacklisté par les productions, par les directeurs de production, qui vont avoir tendance à noyer le poisson. Moi, j'ai déjà vu des histoires comme ça. Non, mais ça va, il reste que 2-3 semaines, tu peux t'en sortir. Et en fait, parfois non. Parfois non, et on voit des gens qui n'arrivent plus à manger, qui n'arrivent plus à dormir, qui n'arrivent plus à avancer, quoi. Et parfois aussi, les victimes n'osent pas. C'est-à-dire, le référent va voir qu'il se passe quelque chose, il va entamer un dialogue, et la victime va dire oui, il se passe ça, mais en fait, je veux pas que tu le dises. Je veux pas que tu le racontes parce que je veux pas de problème, je veux pas être la personne qui dénonce ça, je veux pas qu'on ne me rappelle plus, je veux pas être la personne qui ennuie tout le monde, qui prend de la place, qui met l'accent alors que je viens à peine de commencer à travailler. Il y avait d'autres mains qui s'étaient levées. Alors, Monsieur Leclerc. Pardon, je parle beaucoup, mais c'est une question importante. C'est là où on vous parle de neutralité justement sur les référents et référentes harcèlement, c'est que pour nous, ça ne peut pas être des employés en fait. Ça doit venir d'un organisme indépendant qui n'est pas choisi par la production, parce que c'est le seul moyen, en y réfléchissant, qui permet de les protéger, ces personnes. Ça restera un poste avec beaucoup de responsabilités, on l'admet. Mais voilà, une personne employée sous la responsabilité du producteur aura toujours des problèmes à gérer avec la production. Et là, on le voit, nous, on a des collègues, une de mes collègues assez proches, elle s'est retrouvée il y a très peu de temps sur un tournage avec un problème avec un comédien. Et elle a tout fait pour le dénoncer à la production, et la production a tout fait pour l'enterrer. Et pour que c'est pas qu'il y ait rien qui transparaisse, déjà qu'il fallait qu'elle se taise. Ensuite, on lui a dit clairement que c'était une chieuse. Et ensuite, quand elle s'est vraiment débattue, on lui a dit « mais tu veux tuer le film, en fait, c'est ça ?» Et elle est à peu près persuadée de s'être grillée. Ce qu'on appelle grillé, mais c'est du blacklistage en fait qui est complètement illégal face à cette production. Donc ça, c'est des pratiques en fait qui sont quotidiennes pour beaucoup de personnes, mais on a la même chose avec le délégué de plateau, tout ça. Et ça me permet de rebondir sur les syndicats. Les syndicats, c'est comme l'inspection du travail, ça nous semble être le recours extrême. C'est en fait, on a envie de régler les choses entre nous parce que comme on est là pour 2 mois et qu'on risque d'être réembauché par cette production, par ces gens, puis que tout se sait dans ce milieu, on a très peur de se mettre en avant. Et faire appel à un syndicat, c'est déjà un grand pas pour beaucoup de monde. Monsieur Meusburger. Je rebondis sur les propos d'Alexis par rapport au lien de subordination. En fait, on a peut-être le même problème pour le responsable enfant. Et en fait, l'idée que j'ai déjà peut-être aussi entendue dans les commissions, c'est qu'effectivement, le responsable enfant pourrait être nommé, formé et labellisé par la DRIETS pour un tournage. Et il rend des comptes, entre guillemets, à la DRIETS régulièrement. Ça éviterait qu'il soit sous la pression d'un producteur ou d'un directeur de production. Madame Catelin. Oui, juste un petit mot sur la protection de la parole. Je sais qu'il existe la clause du statut de lanceur d'alerte, mais elle ne nous semble pas du tout efficace dans nos professions, quoi, forcément. Ce qui fait fonctionner, ce qui nous fait décrocher un boulot, c'est le réseau, mais le réseau, il marche dans tous les sens, quoi. Donc tout communique et tout se dit, et les blacklists, ça existe évidemment. Madame de Medrano. Juste, je suis d'accord avec mes camarades sur les limites de la protection des lanceurs d'alerte, même si je crois beaucoup dans la formation des équipes. J'aimerais aussi personnellement que les producteurs ou la productrice s'engagent plus clairement et fassent plus clairement connaître son engagement à protéger les lanceurs d'alerte, que la personne qui souhaite signaler des faits de violence sache qu'elle sera entendue et ne sera pas sanctionnée, mais ça reste un vœu complètement pieux. Juste pour ajouter, les associations en général ont des contacts réguliers avec les syndicats. C'est notre cas, particulièrement à la CFDA. Ainsi, je sais qu'on est plusieurs ici à adhérer en parallèle à des syndicats. On est aussi en contact régulièrement avec le CCHSCT, par exemple. Donc il y a des contacts entre nous, entre associations, avec les syndicats, avec le CCHSCT. Alors par contre, les inspections du travail, on commence juste à avoir un contact, mais dans les faits, on ne les connaît pas. Ça fait partie peut-être des numéros d'appel qui pourraient être plus largement diffusés. C'est l'inspection du travail. Monsieur le rapporteur, après moi j'ai une question. Ouais, il y a beaucoup de pistes et beaucoup
d'éléments sur lesquels il faut qu'on avance, mais sur la question, là, à partir de maintenant, chaque tournage, donc il y aura 2 fois 1h30, si mes souvenirs sont bons, de formation, une formation distancielle et une formation sur place. Bon, j'aimerais avoir votre sentiment sur la mise en place de cette formation qui sont quand même, pour le coup, quelque chose d'assez intéressant puisqu'on va avoir toute l'équipe pendant 1h30 sur ces sujets-là et pour essayer de mettre tout le monde à niveau. C'est le premier point, donc c'est plutôt dans le bon sens. Et que pensez-vous justement de cette... La difficulté de libérer la parole aussi, parfois pour certains, c'est des incompréhensions. C'est-à-dire que, voilà, excusez-moi, je vais dire ça comme ça, mais le gars qui fait des blagues lourdes, il le dit à une personne, il le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, il est parfois enfin, il ne voit pas que c'est grave. Voilà, donc les formations, j'espère, vont pouvoir leur faire dire c'est grave, mais justement dans les équipes, comment on peut faire pour que collectivement les gens qui sont formés aillent le voir et rentrent dans une certaine médiation ou dans une certaine résolution du conflit pour lui dire tout de suite avec la personne, tu sais, tu lui fais du mal. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose de nécessairement... ça peut être compliqué, mais ça me semble être tout simplement aussi de la bonne relation que l'on a avec ses collègues. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, on sait qu'on a un peu de bagage pour y répondre, et on dit aux gens, à la personne, tu sais, tu lui dis, là, ce que tu fais, c'est pas bien. Et j'ai l'impression que c'est difficile dans ce milieu d'avoir ce franchissement de pas d'un certain nombre de personnes, d'aller dire à d'autres personnes, excuse-moi, mais tu déconnes, ce que tu es en train de faire, ça se faisait peut-être dans les années 70, mais ça n'a plus cours aujourd'hui. Et comment on fait pour donner de la force à ces personnes-là de le faire? Madame Beau. C'est 1 seconde. Je pense que ça se libère, cette parole-là. En revanche, on fait face, et ces petites anecdotes à la réponse, on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Et du coup, ça n'évolue pas. Moi, je voulais juste compléter par rapport à ces histoires sur les fêtes, sur les plateaux. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était souvent le lieu aussi pour désamorcer des conflits. Se retrouver le soir, boire un verre, c'était aussi l'occasion de dire aujourd'hui ça s'est mal passé, pourquoi, et de faire un espèce de petit bilan de la journée. Alors après que ça dérive, évidemment, c'est inadmissible. Et puis ces fêtes, c'est aussi ces liens à l'extérieur du plateau, c'est aussi le moyen de construire un réseau et de se faire apprécier d'une certaine manière par ses collègues qui pourront nous recommander sur d'autres projets. Donc je pense que cette frontière entre juste le travail et les liens qu'on peut construire ailleurs et qui nous engageront vers d'autres projets est important et peut-être nous encombre, parce que ces frontières est poreuse. Et moi, je pense que ce qui manque surtout, c'est du temps. Le nombre de jours de tournage a beaucoup diminué, surtout après le Covid, où on a tous eu peur aussi un peu de disparaître. Après, au moment du Covid, on s'est tous posé la question, qui va pouvoir rester sur les plateaux, comment va se redistribuer le travail. Et après, il y a eu quand même beaucoup de travail, mais dans des conditions beaucoup plus difficiles. Les temps de tournage se sont beaucoup rétrécis et du coup ça provoque des violences entre nous, ou même on se fait bousculer par un technicien parce qu'il faut qu'il aille vite à la face ramener je ne sais pas quel accessoire à la caméra ou autre à la face, et que nous on est sur le chemin et on se fait bousculer, ne serait-ce que ça. Et même pas pardon, parce que l'urgence c'est que vite on l'attend, et il y a cette pression du temps et des conditions de travail qui est compliquée. Si je peux me permettre, par rapport à la représentativité des salariés, il y a eu les élections des TPE récemment, et en fait, nous, notre représentativité, elle est très étrange, puisque ne peuvent s'exprimer au vote que ceux qui ont travaillé l'année précédente au mois de décembre. Au mois de décembre, c'est pile poil les mois où nous, on travaille le moins.
C'est l'hiver, on travaille le moins. Et donc, pour finalement ceux qui peuvent s'exprimer, c'est une portion très congrue, très petite, des techniciens de plateau. Voilà. Merci. Merci. Moi, j'avais une question. Madame Timmerman. Non, pardon, j'ai aussi... Timmerman, excusez-moi. J'aimerais revenir sur l'aide au CNC par rapport aux formations VHSSM. On trouve que c'est super. Malheureusement, c'est une aide qui est liée directement au CNC. Et il faut savoir que les films de cinéma, avec le CNC, c'est pas la majorité des productions audiovisuelles. Quand on travaille sur un film de plateforme, que ce soit Amazon, Netflix ou Apple, ça concerne l'audiovisuel en fait. C'est un même secteur, on nous demande les mêmes exigences. C'est des films qui sont parfois des tournages qui sont plus longs qu'un film de cinéma. Cependant, ça raccroche la convention audiovisuelle et donc on n'a pas de formation. Netflix a mis en place une formation c'est un PowerPoint obligatoire où on assiste 1 heure et encore tout le monde n'est pas là. Donc cette formation-là c'est super, mais ça serait bien que ce soit étendu en fait à l'audiovisuel car c'est aussi une grande part de notre travail. Alors, je pose juste une question et je te donne la parole tout de suite avant la réponse, comme ça tu pourras la poser. Monsieur Leclerc, vous parliez d'une référente violence sexuelle qui avait dénoncé, qui avait fait son job en fait, qui avait rempli la mission pour laquelle elle était payée et qui craint aujourd'hui une ostracisation, un blacklistage dans le métier. Déjà, est-ce que vous pourriez nous dire si c'est effectif ou pas? Et est-ce que vous avez des idées pour protéger? Parce que si les référents, quand ils réfèrent, sont blacklistés, là on arrive quand même à un niveau de cynisme où ça devient très compliqué. Alors on a eu des solutions qui ont été présentées ce matin par les formatrices qui disent qu'en fait c'est très compliqué de faire porter sur les épaules d'une seule personne la responsabilité et de recevoir la parole et d'obtenir une sanction de la production et de la réalisation. Donc voilà, je vous laisse réfléchir pendant que je donne la parole à Madame Legrain, mais quelle préconisation vous auriez, Madame Legrain? Oui, alors dans la continuité de cette question, parce que une des difficultés, c'est le continuum des violences qui fait qu'on est tous amenés potentiellement à un moment ou à un autre dans des conditions de stress, dans des conditions particulières à exercer une violence et qu'il y a des micro-violences qui se gèrent par la médiation, comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur. Mais le problème, c'est que comme il y a un continuum de violences, les micro-violences sont parfois aussi le symptôme de violences beaucoup plus graves et c'est des choses qu'on voit quand on fait des formations sur les questions de VSS ou qu'on entend que quelqu'un est lourd, et bien souvent quand on va creuser, l'expression lourd peut en fait cacher des délits voire des crimes. Donc il y a la question, et dans ces moments-là, c'est potentiellement une complicité que d'être sur le registre de la médiation et de l'arrangement entre collègues plutôt que d'en référer. Voilà. Donc moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce que, tout en élevant le niveau de formation de tout le monde, à un moment, la peur change de camp. Voilà. C'est-à-dire que vous nous parlez de blacklister. En fait, à quelles conditions on pourrait blacklister un producteur dont on sait que... en fait, il ne respecte pas ses engagements. Je le formule comme ça. Alors, qui blacklisterait? Comment ça marcherait? Moi, il y a une des questions que je me pose, c'est celle de l'arrêt des tournages, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui fait vraiment très peur, de devoir arrêter des tournages. C'est aussi pour ça que souvent, quand il y a les alertes viennent après le tournage, ou quand il y a des alertes pendant le tournage, enfin, quand je dis arrêt du tournage, ou le fait de mettre à l'écart quelqu'un, ce qui va... forcément nécessiter des aménagements et coûter cher. Est-ce que, je m'excuse si la question a déjà été abordée, parce que je suis arrivée un peu en retard, donc, mais sur la question des assurances, bon, c'est une question qui nous est souvent, qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'il y a aussi des pistes de se dire, eh bien finalement, si ça se généralisait, que des tournages, on assume le fait que oui, sur un tournage, il peut y avoir un problème. Et quand il y a un problème, il peut y avoir des mesures à prendre qui coûtent de l'argent. Si derrière, il y a des assurances qui disent, oui, nous on assure, sauf si en fait, monsieur le producteur ou madame la productrice, vous êtes coutumier du fait, vous avez déjà eu en fait tant de signalements sur vos tournages, alors du coup, vous, ça va coûter plus cher, ou vous, on va pas vous assurer parce que finalement, il y a trop de risques. Enfin, je prends juste un exemple, peut-être que c'est délirant comme idée, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça devient plus coûteux d'être la personne qui n'a pas agi, plutôt que d'être la personne qui a dénoncé, a agi, a pris les bonnes mesures, a arrêté un tournage parce qu'il fallait l'arrêter, a dit je prends ce problème au sérieux. Donc voilà, sur cet aspect-là. Et j'avais un deuxième, mais je fatigue. Alors, Madame Marie, oui.
pour revenir à ce que vous disiez, en fait, la plupart du temps, c'est les postes en bas de la hiérarchie qui sont concernés par des harcèlements. Pas tout le temps, mais c'est souvent ça. Et d'ailleurs, ils sont exclus des contrats d'assurance parce que la production les trouve remplaçables, en fait. Et on verra en fait beaucoup de productions qui trouvent des arrangements avec ces personnes-là, parce qu'il est beaucoup plus facile de remplacer quelqu'un qui pose problème pour eux, puisqu'elle va dénoncer son agresseur, si au moins elle ose le faire, ou il ose le faire, plutôt que de perdre une énorme somme d'argent parce qu'on doit arrêter la production, parce que c'est un comédien, un réalisateur ou quelqu'un qu'il considère d'irremplaçable. Si c'est un comédien ou un réalisateur et que la moitié du film est déjà tourné, c'est banqueroute forcée pour le film, dans la tête du producteur, même si on a un tout petit peu des mentalités qui évoluent là-dessus. Donc le problème, c'est que c'est les puissants qui ont l'argent et c'est eux qui décident, et c'est nos employeurs, ce sont nos employeurs. Et on a quand même une précarité de l'emploi du fait de notre intermittence du spectacle. Donc en fait, c'est la moralité de chacun qui vient en compte, et si on dénonce quelque chose, on prend un risque pour nous-mêmes. Monsieur Leclerc ? Oui, pour répondre à votre question, c'est une question difficile et une très très bonne question à se poser justement aujourd'hui. J'ai pas forcément une réponse toute faite à vous donner. C'est au bon vouloir des producteurs, des employeurs, mais ça c'est partout pareil. Il y en a qui font les choses bien, très très bien même, et qui isolent des réalisateurs, qui mettent en place des mesures, et il y en a d'autres qui préfèrent enterrer. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand on est référent harcèlement, on a beau faire un signalement, en fait, on le fait qu'à notre employeur et personne n'était au courant. Et même si on a des rapports de production qui sont des dossiers écrits, où on peut marquer des accidents, des accidents de travail, plein de choses, bah pareil, ça reste au sein de la production, rien n'est publié. C'est le secret, en fait. C'est une sorte de... Oui, enfin, ouais, voilà, exactement. Donc, en fait, je sais pas, à part peut-être faire un fichier national où on peut dénoncer des choses, j'en sais rien, mais voilà. Bah oui, c'est interdit et ce genre de choses, mais voilà, il n'y a pas vraiment de solution en fait à cette question. Cette question est très compliquée, et c'est ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est les rapports de force. Sauf parce que ça ne repose pas uniquement sur les épaules des référents. Exactement. C'est en fait donc un peu la seule solution, quoi. Que ces référents soient affiliés à d'autres organismes indépendants. Voilà. Oui, ou que ce soit des collectifs, ou qu'on engage la responsabilité de la production tout de suite. Juste pour revenir, déjà c'est énorme si on arrive à avoir des référents extérieurs, parce que c'est toujours la même réponse, c'est que si le référent fait partie du tournage, c'est un imbroglio, c'est du système D. Et pareil, ça peut pas être les scripts qui vont faire ça, parce que c'est une responsabilité qui est énorme. Mais est-ce que ça résout vraiment le problème ? Parce que même un référent extérieur, il sera pas réembauché sur un autre film. Déjà, il y aurait une communication qui serait autre, et il y aurait de la distance qui pourrait être prise par rapport à ça, ce qui serait déjà beaucoup, alors que si on prend quelqu'un qui est dans le jus du tournage et qui fait partie intégrante de l'équipe, on ne peut pas la prendre à partie, enfin, c'est trop compliqué, quoi. De la même manière qu'on a décrit le responsable enfance, si vous établissez une liste de référents harcèlement agrémentés, assermentés, sous la tutelle du CNC par exemple, payés par les productions, mais sous tutelle de quelqu'un d'autre, une liste précise de personnes formées, ça peut être déjà au niveau du lien de subordination, ça éloigne beaucoup le référent harcèlement du producteur. Et voire même... Oui, il peut perdre sa qualité de référence s'il n'en réfère pas, du coup, c'est ça que vous dites. Exactement. Ouais. Et voire même dans les cas extrêmes, que ce soit le CNC qui désigne le référent qui va aller sur tel ou tel plateau, pour pas qu'il y ait de lien connivence qui se crée avec un producteur. Oui, j'ai retrouvé juste sur l'audiovisuel. Alors, il y a quand même des accords entre l'audiovisuel et le CNC sur la question de la chronologie des médias et du financement entre les plateformes, je veux dire, et voilà, entre Netflix et donc voilà, est-ce que ça c'est peut-être envisageable aussi de se dire, en fait dans les négociations sur la chronologie des médias, sur la part de financement du cinéma par les plateformes, etc. En fait, on pourrait aussi imaginer que le CNC avance sur ces questions-là. Enfin, je le donne là, peut-être que ça vous paraît complètement délirant, mais donc pareil, je vous demande votre avis sur le sujet. Mais j'essaie de voir par quel biais aussi l'audiovisuel peut être régulé.
Monsieur le rapporteur, une dernière question. Après, je vous propose juste sur le CNC et l'audiovisuel, il y a déjà des aides. Il y a des aides, il y a un certain nombre de subventions qui existaient déjà. Elles sont, il me semble, elles ont les mêmes, à partir du moment où c'est le CNC qui les délivre, elles ont les mêmes contraintes de formation, mais on va vérifier sur ce coin-là. Par contre, juste revenir, parce que c'est un vrai sujet là sur l'histoire d'avoir des référents qui seraient extérieurs. Là, vous êtes en train de créer dans ce que vous faites un corps de référents harcèlement. Bon, je suis pas, ça marcherait peut-être, mais je suis pas sûr qu'on soit obligé. Enfin, je trouverais assez dommage qu'on soit obligé d'en arriver là. En réalité, on est en train de, c'est le même métier qu'inspecteur du travail, ce que vous êtes en train de dire dans ces cas-là. Hein. Le référent tel qu'il existe déjà dans le monde du travail, j'allais dire traditionnel, enfin hors cinéma, les référents, ils sont des employés de la structure. Ils sont formés, ils ont une certaine protection, et effectivement un peu différente parce qu'ils sont salariés permanents. Et c'est vrai que c'est là que ça change tout. Le sujet, il est là. Mais j'ai peur que créer des référents extérieurs, ils sont extérieurs, mais il y a un moment donné, il va bien falloir que quelqu'un les paye. Et je ne crois pas que ça soit non plus la vocation des pouvoirs publics de payer des référents dans l'industrie qui est une industrie privée. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quand même là une petite question qui pose question. On sait que dans les métiers de l'audiovisuel, sur les productions, il y a quand même beaucoup d'accidents aussi de tournage. Je crois que c'est un des secteurs de travail où il y a le plus d'accidents voilà, sur les plateaux, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses différentes qui se passent. Donc en fait, lier ça avec, comme on parlait d'une personne un peu qui est en charge de la sécurité et qui est là un peu pour s'occuper de la bienveillance et qui soit en charge du harcèlement, en fait, ça peut être une piste, en fait, qui est un peu un infirmier qui se charge de la sécurité. On a eu ça sur des grosses productions, mais c'était des grosses productions qui avaient de l'argent. Donc voilà, est-ce que ça peut être mis en place partout ? Je suis pas sûr, je sais pas, en fait. Oui, mais après, vous avez raison, mais ça revient, et c'est ce que vous proposez, c'est là que c'est pour ça que les formations du CNC aux producteurs sont importantes, c'est que c'est tout simplement les obligations légales du producteur de gérer la sécurité de ses employés, et donc c'est à ce titre peut-être qu'il doit employer quelqu'un peut-être sur certaines productions pour la bonne vie générale du tournage. Est-ce que c'est est-ce que c'est mettre plus de moyens sur la direction de production qui est sur place ? Ça, c'est des sujets sur lesquels il faut continuer à avancer. Je pense que le métier, la filière dans son entièreté doit y réfléchir, et évidemment avec vos apports et avec vos expériences. Je pense que là, on est encore un peu sur du work in progress, et il faut continuer à l'avoir, évidemment. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on en arrête là puisque nous arrivons à la fin de notre audition. Merci.